Droit d'écoute, un podcast sur des sujets de société pour donner la parole à vous qui les vivez. Premier sujet de cette série, des écrans et des hommes. Bonjour Karine Movilly. Vous êtes essayiste, journaliste, formée en droit et en sciences politiques. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages et articles qui portent un regard critique sur le numérique, ses conséquences sur l'environnement, mais aussi sur nos vies humaines. Alors en 2016, vous publiez au Seuil avec Philippe Biwix Le désastre de l'école numérique, plaidoyer pour une école sans écran. Et puis, 3 ans après, en 2019, vous publiez au Seuil, toujours, Cyberminimalisme, face au tout numérique, reconquérir du temps, de la liberté et du bien-être. Récemment, vous avez participé à l'ouvrage collectif Critique de l'école numérique sous la direction de Cédric Biaghini, Christophe Caillot et François Jarrig. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ce qui, dans votre parcours personnel, vous a conduit à vous intéresser à cette question du numérique ? Oui, alors tout d'abord, merci de m'avoir convié à ce podcast. Moi j'ai passé le concours de l'enseignement en 2013, juste un an avant l'annonce du plan numérique pour l'éducation par François Hollande. Je suis donc devenue prof en pleine campagne de numérisation de l'école, à un moment où le processus s'est accéléré. La plupart des classes, une bonne partie des classes à l'époque avaient un rétroprojecteur relié à un ordinateur, certaines avaient un tableau blanc interactif et la communication avec les parents commençait à se faire par mail. Moi, en tant que prof, je devais utiliser un logiciel à chaque heure de cours pour marquer les absents, les devoirs et les notes des élèves. Comme n'importe quel salarié, je me suis donc retrouvée face à l'injonction numérique, cette obligation d'avoir recours à Internet pour accomplir tous les gestes que l'on faisait autrefois sans Internet. Et puis, il y a eu le plan tablette. C'était le projet d'équiper tous les collégiens d'une tablette tactile. Et pour cela, il n'y a pas eu d'évaluation préalable de l'efficacité pédagogique ou encore de l'impact sanitaire de ce projet. Donc, face à cette offensive des marchands au cœur du système éducatif, j'ai préféré démissionner et analyser les choses de l'extérieur. Et avec l'ingénieur Philippe Biwix, nous avons écrit donc ce livre pour alerter sur cette dérive technologique de l'école. Est-ce que votre réflexion sur ce sujet au fil des années a évolué et dans quel sens ? Disons que mes convictions forgées dans l'univers éducatif se sont affermies au contact d'autres milieux professionnels qui vivaient la même injonction, la même exigence de traçabilité et de connexion permanente. Le milieu médical, le milieu universitaire, les assistantes sociales, les usagers des services publics, les salariés, qui étaient peu à peu remplacés par des logiciels et des robots. Je n'étais donc pas une professionnelle isolée trouvant inutile d'ouvrir un ordinateur à chaque heure de cours. Il y avait vraiment un projet de numérisation globale et nous étions nombreux à le juger absurde et d'ailleurs inutilement polluant et stressant. Alors, dans votre livre Cyberminimalisme, la réflexion que vous menez et les propositions qui en découlent, finalement, s'ancrent dans une expérience très concrète, celle d'avoir mis de côté votre téléphone portable pendant 4 ans. De cette expérience, vous concluez, je vous cite, « J'ai acquis une conviction, ne pas être connecté en permanence ne m'avait pas empêché d'être en lien avec les autres et de vivre pleinement ma vie. C'est cet esprit d'efficacité et de liberté que j'aimerais partager dans ce livre. » Alors, expliquez-nous, Karine, d'abord, cette expérience qui, pour la plupart de nos semblables, à commencer par moi, semble un challenge tout à fait impossible. Écoutez, plutôt que d'une expérience assez banale de déconnexion, moi j'aimerais parler précisément de ce sentiment d'impossibilité que beaucoup ressentent quand on évoque la vie sans portable. C'est ce sentiment d'impuissance qui est à interroger plutôt que le fait de ne pas avoir de téléphone portable. Parce que de quoi parle-t-on au fond ? On parle d'un mini-ordinateur qui peut servir à beaucoup de choses, d'agenda, de téléphone, de bornes de renseignement quand on a une connexion Internet. Bon, admettons que tout ça est une utilité, mais on n'a pas encore fini de définir l'objet. Il s'agit aussi d'un traceur très puissant qui nous géolocalise en permanence, avec parfois des erreurs d'ailleurs, ce qui pose problème en justice quand la géolocalisation est utilisée comme mode de preuve. Et puis c'est également ce que certains ont appelé une pompe à dopamine, c'est-à-dire un objet qui nous fait sécréter un taux de dopamine
déséquilibré, qui n'a plus de rapport réel avec celui qui correspond au fonctionnement normal du corps. Et donc certaines personnes tombent, on peut dire qu'elles tombent dans Instagram ou dans Tinder par exemple, comme on tombe dans l'alcool, avec ce mécanisme que d'ailleurs vous avez très bien décrit dans un de vos articles, qui est celui de la récompense aléatoire. Parce que je ne sais pas exactement les réponses que je vais obtenir, eh bien je me connecte en permanence pour découvrir ce qu'il y a dans mon panier, ce qui est tombé et à quel point on m'apprécie. Donc, j'en reviens à votre question et je la retourne. Comment en est-on arrivé, en 15 ans à peine, à penser qu'un petit objet électronique, qui est assez souvent déchargé d'ailleurs, était devenu totalement indispensable ? Mes 4 années sans portable m'ont permis justement de me sentir libre. J'utilisais de temps en temps un portable, soit je l'empruntais à un proche ou à un inconnu. Ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème. On trouve toujours un portable dans la rue. Et ça consiste à avoir sur soi un mini répertoire avec les numéros des gens ou des personnes que l'on va voir. Et puis à un moment donné, je me déplaçais beaucoup, j'ai quand même repris un portable. À un moment donné, j'ai pris un smartphone pendant 2 ans pour tester les logiciels libres et toutes les limites de leur usage d'ailleurs. Et puis, je suis finalement revenue à un téléphone sans Internet parce que je gagne du temps. En particulier, ça m'évite de doubler ou de tripler les modes de communication avec les mêmes personnes. Voilà donc aujourd'hui où j'en suis, mais je me sens libre éventuellement de revenir à une vie sans portable. En tout cas, ça donne la communication avec vous, qui justement n'avait pas de portable connecté, ça crée un échange très particulier. Et là, je me suis rendu compte de mon accrochage moi-même à cet objet-là. C'est-à-dire que, par exemple, ça m'agace que Karine ne réponde pas immédiatement quand je l'appelle ou à mes messages. Après ça, dans un deuxième temps, évidemment, j'ai pu prendre du recul et réfléchir à ce que vous aviez écrit et me dire, non, elle les reçoit, mais elle va prendre le temps de me répondre. Et elle ne va pas faire une réponse inutile. C'est pour ça qu'elle ne répond pas immédiatement. Voilà. Mais je dois dire que ça met dans une sorte de déphasage avec tous les autres qui sont équipés et qui sont en permanence, dont on attend qu'ils nous répondent immédiatement. Oui, tout à fait. Et je dois dire que, par exemple, le fait d'avoir un petit téléphone à clapet, qui ne soit pas un smartphone, avec donc pas un écran tactile, mais le fait de devoir taper les messages sur des touches, eh bien, oblige à être beaucoup plus concis et à avoir des réponses beaucoup plus courtes. Donc, c'est aussi une façon matérielle d'aller vers le moins, ce que j'ai appelé justement le minimalisme. Donc vous observez que vous n'êtes pas seul aujourd'hui à vouloir en finir avec un usage boulimique du numérique, et vous dites, vous avez une expression que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai repris ensuite, parce que je la trouve très très parlante. Voilà, vous dites des signes de fatigue numérique apparaissent. Alors expliquez-nous ce que c'est les signes de fatigue numérique. Alors quand je parle de fatigue numérique, je pense à la fatigue des salariés en particulier, qui sont obligés de traiter des mails pendant des heures ou de servir de larbin à des logiciels qui les ont remplacés. Je pense aussi à la fatigue des jeunes, à qui l'on fournit les portables dès le plus jeune âge et qui se retrouvent à gérer une multitude d'images et de relations à un âge où le cerveau n'est pas tout à fait terminé. Il y a aussi la fatigue des étudiants qui sont gavés de numérique à un âge où ils devraient pouvoir étudier ou être amoureux tranquillement. Et on a d'ailleurs une étude menée aux États-Unis par l'équipe de Jennifer Walsh dans le Wisconsin, qui a croisé les usages des médias de 483 étudiantes de première année avec leurs résultats de fin d'année. Et on constate que plus le temps d'usage des médias est important, moins les résultats académiques sont bons. Et en particulier, c'est corrélé à l'usage intensif du téléphone et des réseaux sociaux. Alors là, c'est pas forcément les écrans eux-mêmes qui vont faire baisser les résultats académiques de fin d'année, mais c'est le fait que les étudiantes dorment moins, qu'elles déclarent une plus faible confiance en elles et un moral plus bas au contact des écrans. Donc c'est cela la fatigue numérique qui épuise les gens et à tous les niveaux de la société. Et face à cette offensive sur la vie des gens, en fait, des résistances commencent à émerger.
On peut citer par exemple en France les collectifs anti-Linky qui s'opposent au changement de compteur électrique au profit de capteurs. Voilà, l'intérêt de ces capteurs pour les usagers n'est pas très clair, en tout cas il n'est pas démontré. Et ces réunions publiques anti-Linky, elles ont beaucoup de succès. Il y a une vraie mobilisation autour de cette question. Et d'ailleurs, par exemple, grâce à leur modèle de lettres qu'on trouve sur Internet, parce que de temps en temps, quand même, c'est utile. Donc, grâce à leur modèle de lettres, j'ai pu, comme ça, refuser qu'on change mon compteur de gaz pour le nouveau compteur de gaz connecté, Gaspard, puisque les compteurs de gaz s'y mettent aussi. Voilà, certaines personnes vont barricader leur compteur. Donc, il y a une vraie mobilisation. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup d'associations de prévention sur les dangers des écrans, comme le CAUSE, comme Alerte Écran ou Edupax. Et puis, plein d'associations qui alertent sur les dangers des ondes. Robin des Toits, le prix Artem, Génération Cobaye. Ils ont de quoi faire là avec le projet de 5G, si ça se concrétise, ce projet catastrophique. Donc voilà. Vous pouvez nous dire en quelques mots pourquoi vous l'estimez catastrophique, ce projet ? Alors, c'est pas moi qui l'estime catastrophique, c'est une série d'études de scientifiques du monde entier qui ont lancé un appel, voilà maintenant un an, un appel international à prendre en compte des effets sanitaires qui amèneraient en réalité à prendre la population mondiale pour cobaye d'une expérience à très grande échelle, puisque la 5G nécessiterait probablement de multiplier par un chiffre encore inconnu le nombre d'antennes relais, avec une qualité d'onde encore différente, encore plus à haute fréquence, encore plus fine, et qui pourrait donc encore plus traverser les tissus. Donc là, on est dans une logique d'expérimentation sur la personne humaine qui passe un cap, et il faut vraiment que les gouvernements prennent cet appel en compte.